Bonjour à tous. On va laisser les derniers s'installer. Bienvenue pour ce troisième webinaire organisé par les Petites Cités de Caractère, donc dans le cadre du partenariat avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires et Petites Villes de demain. Donc, troisième webinaire autour de la mise en projet du patrimoine et tout le partage d'expériences des Petites Cités de Caractère sur l'ambition de mettre le patrimoine au cœur du projet de développement. Donc, nous avons dédié ce troisième webinaire à une thématique qui nous est chère, qui est tous les patrimoines intégrés dans le projet de développement. Et nous allons revenir comme ça sur cette approche très ouverte du patrimoine, des cultures que l'on a dans les territoires, pardon, et que l'on peut intégrer comme ça à un projet et à une vision globale et pluriannuelle. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petits rappels sur le fonctionnement. Donc, on est en mode webinaire. Vous avez donc deux espaces pour interagir avec nous. L'espace questions et réponses, pardon, Q et R, c'est vraiment pour interagir avec les participants, poser des questions, soit aux intervenants, soit de façon plus générale sur des choses que vous avez entendues et que vous souhaitez partager avec l'ensemble des panélistes, et l'espace discussion plus pour interagir en mode forum qui n'appelle pas forcément d'intervention, de réponse des intervenants. Donc, n'hésitez pas à passer pour l'un et l'autre. On aura plusieurs temps d'échange pour justement interagir après les présentations. Pour évoquer ce sujet de tous les patrimoines, comme on en a l'habitude maintenant, demandé à trois intervenants de partager avec vous leur expérience de ces sujets. Une personne issue du réseau des Petites Cités de Caractère, donc Valérie Bouvet-Genome, qui est en charge de développement et de projet au sein des Petites Cités de Caractère de France, puis de trois autres bricoles qu'elle vous présentera pour une introduction un peu détaillée sur le sujet. Philippe Boisselot, donc partenaire pour directeur de l'Office public, de l'Office du patrimoine culturel et immatériel, pardon Philippe, l'OPCI, qui vous présentera justement l'action qu'il conduit avec l'OPCI et avec les petites cités de caractère autour du patrimoine immatériel. Et puis, une élue, et je remercie Michel Devanne, donc maire de Pouzauges, d'avoir accepté de participer à ce webinaire pour vous présenter l'action réalisée par la municipalité de Pouzauges, donc petite cité de caractère et petite ville de demain en Vendée, qui travaille comme ça sur un projet très ambitieux autour du développement de la cité et en intégrant complètement le patrimoine de façon très transversale et les patrimoines de façon très transversale. Voilà, donc je vais assez rapidement, donc juste pour compléter cette introduction et très vite laisser la parole à nos intervenants. C'est pour nous une approche très importante parce que souvent on le voit quand on va à la rencontre des communes ou quand des communes viennent à nous et qu'on parle de projet de territoire, projet de développement. Très souvent, derrière le mot patrimoine, il nous faut déconstruire avant de construire. Très souvent, on va parler d'un volet du projet municipal autour de la culture, de l'accès à la culture ou des équipements culturels. Et très souvent, on va parler du projet patrimoine au sens culturel, monumental. Or, dans nous, notre approche du patrimoine, de ce qui fait patrimoine dans un territoire, on a une approche beaucoup plus large pour travailler sur ce qui fait la culture, l'identité, la spécificité d'un territoire et au bout l'unicité d'un territoire et de ses habitants. Donc, il nous a semblé vraiment important de faire un temps comme ça autour de toutes ces thématiques pour bien ouvrir cette approche des patrimoines et de la culture, notamment avec vous qui travaillez sur des projets de territoire et des projets de développement. Allez, je m'arrête là pour ma part et je donne tout de suite pour la première intervention la parole. Alors, tac, tac, la liste des intervenants. Et Valérie, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais faire une petite partie plutôt introductive sur la notion de patrimoine le pluriel dans son ensemble, pour bien qu'on contextualise en fait cette notion de patrimoine dans son ensemble. La première chose que je voulais vous dire, c'est surtout le préambule à vos projets. C'est avant de construire votre projet de territoire, c'est de prendre le temps, avant de se lancer, de se questionner sur ce qui fait patrimoine dans sa cité. Et patrimoine dans son sens le plus large possible.
puisque de cette connaissance de votre territoire et de votre patrimoine va pouvoir se construire en fait ce projet de territoire. Donc, de quel patrimoine parle-t-on? Donc, pour reprendre un petit peu la définition qu'en donne l'UNESCO, le patrimoine, c'est bien entendu l'héritage du passé dont nous profitons aujourd'hui et que nous transmettons aux générations à venir. Nos patrimoines culturels et naturels sont deux sources irremplaçables de vie et d'inspiration. Donc, ce patrimoine, en fait, il comprend plusieurs choses. Alors, le patrimoine mobilier, enfin matériel qu'on prend en considération le plus, et en tout cas depuis le plus longtemps, qui correspond au patrimoine bâti, au patrimoine mobilier, etc. Et celui qu'on a tendance à oublier plus, mais qui est de plus en plus considéré. Et on remercie notamment les organismes tels que l'OPCI pour travailler sur ces sujets. Donc, l'OPCI. Qui permettent en fait ces deux types de patrimoine de montrer en fait la culture de chaque commune. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail maintenant, donc, les typologies de patrimoine, on vous les a rapidement rappelées ici. Donc, on a le patrimoine architectural, hein, c'est le plus visible, mais aussi le patrimoine industriel, le patrimoine un peu plus récent qui est pris en compte maintenant de plus en plus, avec une typologie de patrimoine parfois issue du XXe siècle qui est malheureusement pas forcément encore très bien considérée, mais qui fait aujourd'hui partie de la culture et en tout cas de l'identité des communes. Et c'est vrai que ça nous tient à cœur parce que dans les titres de caractère, on travaille beaucoup, nous, sur la mémoire des habitants, par exemple, et sur les événements qu'ils ont pu vivre encore à une époque très récente. Donc, ce patrimoine un peu plus récent nous semble, à nos yeux, en tout cas, important. Donc, il y a le patrimoine culturel immatériel que je ne vais pas détailler parce que ça fera l'objet de l'intervention de Philippe tout à l'heure. Le patrimoine religieux, donc ça, tout le monde l'identifie bien aussi. Et puis, on a aussi, et encore une fois, dans nos communes que sont les petites cités de caractère, c'est assez prégnant, donc le patrimoine agricole et le patrimoine rural. Le patrimoine vernaculaire, donc celui qui est vraiment identitaire de nos territoires. Et puis, le patrimoine maritime. Et une notion qui nous est chère aussi, c'est la notion de patrimoine vivant. Qui rejoint un petit peu le patrimoine immatériel, donc un patrimoine vivant qui permet aujourd'hui de transmettre aussi des savoir-faire, des traditions, etc. Pour travailler sur son projet de territoire donc, et comprendre en tout cas tout ce qui fait partie de ces patrimoines, donc il faut passer par la phase d'identification. Donc cette phase d'identification, c'est tout simplement se réinterroger sur ce qui fait patrimoine dans sa cité. Et identifier du coup les différents éléments qui vont le constituer. Alors, ce n'est pas forcément évident, mais c'est vrai que dans certains réseaux petites cités de caractère, on prend ce temps de la réflexion, de ce requestionnement à travers différents projets, mais c'est un temps important, et Madame Devanne pourra vous en parler tout à l'heure, de se dire, voilà, aujourd'hui, on a la vision qu'on a de nos communes, que l'on habite parfois depuis très longtemps et qu'on ne prend plus forcément le temps de regarder. Donc, l'idée, c'est vraiment de se reposer pour se re-questionner sur toutes ces questions-là, en dépassant la vision qu'on a encore trop aujourd'hui du patrimoine monumental protégé. On a tous, et je le dis à chaque fois, hein, des châteaux, des églises, des maisons remarquables, etc. Mais finalement, ce n'est pas ça forcément qui fait l'identité de vos communes. Puisque ce sont des éléments qui certes sont différents d'une commune à l'autre, mais qu'on va retrouver systématiquement. Ce qui est important, c'est de se dire, à côté de ce monument monumental protégé, quels sont les éléments qui sont chers à nos yeux et qui font partie en fait de notre histoire. De la même façon, il est important de se questionner sur les singularités justement de nos communes et leurs spécificités, pour affirmer vraiment l'unicité de chacune d'entre elles. Donc là, on va travailler plus facilement sur des choses qui sont propres à nos communes, qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, parfois si, mais ce n'est pas très, très grave. L'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, dans ma commune, on a tous ces éléments-là, lesquels sont importants de mettre en avant. Et puis, c'est l'idée aussi de se dire que finalement, n'importe où en France, on a vécu la même grande histoire, mais c'est l'idée d'inscrire votre histoire locale dans cette grande histoire, de voir comment les événements, vous les avez vécus dans vos villes, comment elles ont affronté tout ça et quels sont les éléments finalement qui s'inscrivent dans cette grande histoire.
Identifier ces patrimoines, c'est aussi finalement commencer à construire son projet de développement. Et si nous, on tient à cette approche globale de prise en compte de tous ces patrimoines, c'est vraiment pour mieux construire son projet et notamment mieux comprendre l'histoire des lieux, se la approprier et la transmettre. Donc, encore une fois, c'est ce que je disais précédemment. L'idée, c'est vraiment, en amont de tout projet, de bien s'approprier son histoire, ses lieux de vie, et de voir comment, aujourd'hui, on se les réapproprie. Alors, c'est vrai que nous, dans le réseau des petites cités de caractère, on aime beaucoup mettre en avant le côté réinvestissement de lieux patrimoniaux pour de nouveaux usages, qui illustre très bien, finalement, cette notion, puisque l'idée, c'est de comprendre ces édifices et voir comment aujourd'hui on peut vivre avec et le transmettre par un nouvel usage ou simplement par sa réhabilitation pour le remettre en habitation, par exemple. Donc, bien comprendre son histoire, c'est important. Et ensuite, le mettre en récit. Le mettre en récit, puisque l'idée, en fait, c'est de prendre toutes ces particularités, toutes ces singularités et de voir, en fait, comment on construit un récit qui va pouvoir mettre en avant l'identité de chacun des territoires et de le porter dans son projet de territoire. Et enfin, c'est important aussi pour définir son identité qui, au final, sera différente de toutes les autres communes qui sont autour de vous. On a un exemple qui illustre très bien ce propos-là dans notre réseau, puisqu'on a aujourd'hui à l'échelle nationale 216 communes actuellement, donc réseau qui continue de grandir. Et on a tous pour objectif, en fait, que nos communes fassent des parcours de découverte du patrimoine, qui peut être quelque chose de très simple a priori, mais qui pour nous est aussi un prétexte finalement pour se reposer ces questions-là. Donc le parcours de découverte, finalement, c'est un document d'aide à la visite pour les gens qu'on va accueillir, mais c'est plus que ça, puisque c'est justement une façon d'approcher cette identification du patrimoine pour commencer à travailler sur sa mise en récit. Identifier ses patrimoines, c'est aussi connaître et exprimer sa propre culture et ses patrimoines et les placer au cœur du projet de territoire. Donc, les méthodes qu'on a dans notre réseau, elles sont diverses, mais on a toujours l'habitude en fait, de créer des groupes de travail qui sont assez larges puisqu'on a à la fois des élus, mais aussi des habitants, des associations, des acteurs locaux, etc. Et l'idée, c'est que chacun s'exprime sur ce qui, à leurs yeux, fait patrimoine dans sa ville. Donc, ça peut être les éléments les plus emblématiques qu'on retrouve souvent, mais ça peut être aussi, comme je le disais tout à l'heure, une histoire vécue, un événement, un savoir-faire ou une fête traditionnelle, une langue, etc. Donc, c'est important voilà, de prendre ce temps-là et aussi de dire que finalement, ma culture à moi peut contribuer à la culture de la cité, en tout cas à ce qu'on veut faire dans ce projet, ce qu'on veut mettre dans ce projet de territoire. Il y a aussi l'idée à travers tout ce travail-là de construire ou de reconstruire des liens sociaux et de vivre ensemble à partir d'un récit, d'un projet commun. Donc là encore, l'idée, c'est de vraiment réfléchir tous ensemble à toutes ces notions-là et de voir comment, à partir de tout ça, on peut mettre en projet ce patrimoine et en tout cas, c'est le projet de territoire qu'on veut dessiner. Alors, autre sujet qui nous tient à cœur, c'est qu'à travers tout ce travail, l'idée pour nous, c'est aussi de fédérer autour du patrimoine l'ensemble des acteurs de la cité. Pourquoi ? Pour constituer ce qu'on appelle, nous, des communautés patrimoniales. Donc, ce qui est important à prendre en compte dedans, c'est de se dire que quand on travaille sur ces sujets-là, il ne faut pas que ça reste quelque chose qu'on fait à un moment donné et qui n'a pas de suite. Là, l'intérêt pour nous de créer ces groupes de travail ou en tout cas de travailler beaucoup avec les habitants et l'ensemble des acteurs, c'est de créer donc, ces communautés patrimoniales qui finalement vont permettre, une fois même le projet mis en œuvre, de continuer en fait à pouvoir s'appuyer sur ces communautés qui vont à un moment donné pouvoir contribuer à la définition de projets ou même à l'animation de projets. Et donc, de ces communautés patrimoniales vont naître aussi des communautés de destin, finalement, puisqu'on va travailler tous ensemble à ce qu'on veut faire de notre ville pour l'avenir.
Et donc, on va transformer toutes ces communautés en des communautés actives, puisque l'idée, c'est que chacun puisse contribuer vraiment au projet en eux-mêmes. Comment on travaille sur ces identifications? Alors, il y a plusieurs choses. Alors, la liste n'est pas exhaustive, mais on a par exemple le support des inventaires, donc à travers notamment les services régionaux d'inventaire, mais également à travers des inventaires qui pourraient être faits par les communes elles-mêmes ou à différentes échelles. Il y a par exemple des inventaires participatifs qui marchent très bien, donc soit avec des partenaires, des collectivités, mais aussi à l'initiative en fait, de certaines communes. On a par exemple dans une commune de notre réseau des expositions qui sont faites chaque année sur une thématique et la municipalité sollicite à chaque fois ses habitants pour pouvoir récolter en fait des objets qui vont pouvoir illustrer la thématique dans l'exposition. Et ça marche vraiment très très bien, à tel point qu'aujourd'hui, c'est même les habitants eux-mêmes qui déposent des objets sans forcément qu'on leur demande. Donc voilà, donc il y a tout ce travail d'inventaire qui va bien entendu pouvoir avoir une vision exhaustive des patrimoines. On expérimente aussi avec notamment Philippe et l'OPCI des inventaires croisés où on va mêler à la fois l'inventaire classique du patrimoine avec le patrimoine immatériel, c'est-à-dire qu'on va essayer d'identifier en plus des lieux, la mémoire des lieux avec, pour pouvoir mieux comprendre en fait les édifices et la vie qu'il y a pu y avoir à l'intérieur. On a aussi tous les travaux menés autour du site patrimonial remarquable. Alors pour ceux qui se sont lancés dans cette aventure ou qui souhaitent le faire, le site patrimonial remarquable, il ne faut pas le voir comme un document uniquement réglementaire. C'est vraiment un document, enfin un support de travail au quotidien, notamment à travers la commission locale, mais aussi à travers tout le travail en amont qui est fait dans la définition même des périmètres et du règlement. On a des exemples aujourd'hui dans notre réseau de communes voilà, qui se sont lancées dans les sites patrimoniaux remarquables et qui ont associé des habitants à la définition de tout ce qui fait patrimoine à leurs yeux. Et aujourd'hui, on a des éléments dans certains sites patrimoniaux qui mettent en avant en fait, du patrimoine assez récent ou même des histoires vécues qui sont chères aux habitants. Donc, tous ces travaux menés autour du site patrimonial permettent aussi finalement de créer ces communautés et de l'entretenir à travers notamment cette commission locale qui a vocation normalement à se réunir tous les ans. On a aussi le support de programmes pluriannuels que nous, on a dans notre réseau, puisque toutes nos petites cités de caractère travaillent autour de la définition de leur programme pluriannuel de valorisation des patrimoines, où on va demander aux équipes municipales de se projeter à l'échelle de leur mandat ou au-delà sur ce qu'ils veulent faire de leur cité. Et donc, dans ce programme pluriannuel, il y a toute une partie consacrée à l'identification du territoire, la présentation du territoire et la présentation de leur patrimoine avec un grand S. Ce programme pluriannuel, il est défini dans notre charte de qualité, mais il peut prendre plusieurs formes. Ça peut être tout simplement dans le cadre d'un ORT ou dans le cadre d'un programme Petite Ville de demain. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve exclusivement dans nos petites cités de caractère. Mais en tout cas, ce travail de définition du programme pluriannuel est aussi un prétexte pour se re-questionner sur ce qui fait patrimoine et pour commencer à révéler donc, ses singularités et son identité. Le travail aussi sur la stratégie touristique peut être un déclencheur. Donc, nous, dans notre charte de qualité, on a par exemple ce travail qui est demandé à nos communes. Donc, une stratégie touristique, pourquoi? Tout simplement parce qu'on va demander à nos communes de savoir sur quelle position ils veulent se placer pour notamment l'accueil des visiteurs, à savoir quel public ils souhaitent accueillir et l'histoire qu'ils veulent leur raconter. Donc, j'ai mis ici l'exemple du parcours de découverte, avec notamment l'expérience qui se fait en Pays de la Loire depuis plusieurs années. Donc, ces parcours de découverte sont un prétexte finalement à travailler sur ces mises en récit et sur l'identification des patrimoines, où on prend vraiment le temps
avec les élus et le groupe de travail, de travailler sur toutes ces discussions, enfin sur toute cette identification. Les parcours de découverte, finalement, c'est quelque chose qu'on pourrait faire, nous, en interne, très rapidement, mais on tient, en fait, à travailler avec les élus sur ces groupes de travail. Donc, ça nous met presque 1 an pour chaque commune pour pouvoir sortir ce parcours de découverte, mais qui permet finalement de travailler sur des thématiques qu'on va extraire finalement de la commune. C'est-à-dire, dans une commune, voilà, quelles sont les 3 thématiques fortes qui se dégagent de votre commune pour qu'on puisse montrer aux visiteurs, puisque là, on est sur le volet touristique, ce qu'il y a de différent chez vous par rapport à d'autres petits sites de caractère ou d'autres communes que vous auriez pu visiter préalablement. Et ce parcours de découverte, je pense que Madame Devanne vous en parlera tout à l'heure, parce que finalement, il permet aussi aux élus de se re-questionner sur ce qui fait patrimoine. Et en fait, les retours qu'on a aujourd'hui, c'est que, bon, bien entendu, c'est un document qui va servir pour les visiteurs, mais ils sont tous contents finalement d'avoir pris ce temps de se re-questionner sur finalement quelle est notre ville, quels sont les éléments qui sont intéressants. Comme je disais tout à l'heure, souvent les élus habitent dans leur cité depuis pas mal de temps et ne prennent plus forcément ce temps de recul pour savoir finalement, en dehors des éléments emblématiques, ce qui caractérise leur ville. Et donc, le retour qu'on a aujourd'hui, c'est que quand les parcours sortent, on a beaucoup d'élus qui nous disent « mais c'est ça notre petite cité de caractère et on est content de voir que tous ces éléments-là qu'on ignorait avant, on peut les partager aujourd'hui ». On a l'impression finalement que les autres éléments du patrimoine qui sont moins évidents, on n'ose pas trop en fait les mettre en avant, alors que c'est vraiment ça qui fait la particularité de chacune. Ce travail d'identification, on peut les faire, enfin on le fait bien évidemment, comme je disais, en impliquant les différents acteurs de la cité, donc dans le cadre des parcours de découverte, mais aussi dans le cadre d'un programme pluriannuel ou d'un site patrimonial remarquable. L'idée, c'est vraiment d'élargir le regard et de croiser tous ces regards, notamment en associant le plus possible les habitants, mais aussi les associations, les artisans et toutes les personnes, ressources, acteurs de la cité qui vous semblent intéressants. Et de ce croisement de regards naît vraiment des réflexions qui sont vraiment très, très enrichissantes. L'idée, c'est aussi d'associer le plus possible des partenaires. Alors, en ce qui nous concerne, on travaille beaucoup avec l'Office pour le patrimoine culturel immatériel, mais ce n'est pas le seul organisme qui travaille sur le sujet du PCI. Il y en a bien d'autres en France. Et on est partenaire depuis 2 ans maintenant des Journées du patrimoine de Pays et des Moulins, qui valorise justement tout ce patrimoine vernaculaire, donc identitaire de nos territoires. Et on travaille aussi beaucoup avec l'Institut national des métiers d'art, qui organise notamment les Journées européennes des métiers d'art. Intéressantes les Journées européennes parce qu'elles permettent également de mettre en avant des savoir-faire, notamment des savoir-faire particuliers qu'on ne trouve pas forcément dans n'importe quelle commune et qui permettent là encore de pouvoir identifier des éléments intéressants. Donc là, c'est quelques partenaires, mais vous en avez bien d'autres. L'idée, c'est d'associer le plus possible les personnes ressources de votre territoire. Alors, pour rentrer dans le concret, l'idée, c'était aussi de vous présenter quelques exemples de stratégies de territoire ou de projets qui ont été faits dans nos communes sur les différentes thématiques, en tout cas sur les différents types de patrimoine. Donc, on vous en a sorti un extrait, mais il y en a bien d'autres, évidemment. Donc, sur la thématique des métiers et des savoir-faire, donc on a un très bel exemple, notamment à Herville-Châtel, qui est une petite cité de caractère du Grand Est, dans le département de l'Aude, autour des métiers du vitrail. Donc, c'est une commune, finalement, qui a mis en place sa stratégie de territoire, uniquement, enfin pas uniquement, mais beaucoup sur cette thématique du vitrail, qui aujourd'hui contribue à l'attrait des visiteurs, mais aussi au cadre de vie des habitants. Donc, on a par exemple un musée du vitrail qui a été mis en place dans une ancienne prison et une restauration complète aussi de l'église avec des vitraux assez exceptionnels. Donc voilà, donc toute une stratégie aujourd'hui d'accueil aussi d'artisans vitraillistes dans la cité. On a aussi des communes qui ont travaillé leur projet de territoire à partir de personnages liés à la cité. Donc, un bel exemple à Aubigné-sur-Ner, qui est une commune du Cher,
autour des Stuarts qui font vraiment l'identité de la ville, puisqu'aujourd'hui, cette tradition écossaise a vraiment marqué la ville encore aujourd'hui. Il y a encore des relations assez importantes liées à cette histoire. Donc, beaucoup de fêtes et de traditions sont liées à tout cet héritage. Des communes aussi donc là, qui concernent peut-être un plus grand nombre, donc des cités vigneronnes notamment autour du thème de l'agriculture. Donc on a l'exemple de Sancerre, mais il y en a bien d'autres en France qui, voilà, là encore, mettent en avant cette caractéristique dans leur projet. Des produits identitaires aussi, donc souvent liés à la gastronomie. L'exemple de Guéméné en Bretagne, qui est la capitale de l'andouille, mais on en a d'autres. On a Mortagne-au-Perche, la capitale du boudin, Saint-Calais, la capitale du chausson aux pommes. Enfin, voilà, c'est peut-être anecdotique, mais finalement, c'est des éléments qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs et qui sont intéressantes aussi pour travailler sur ces identités. Sur le thème du PCI, donc une commune qu'on connaît bien, Saint-Aubin-du-Cormier, qui est également en Bretagne, qui a mis en œuvre tout un travail autour de la langue, donc le gallo, avec donc tout un travail de fait autour de ça qui permet aujourd'hui à cette langue de continuer à vivre, avec notamment des indications avec les deux langues dans beaucoup d'éléments de la cité, notamment là, vous avez l'exemple de la signalétique. Sur le lien social, on a aussi des villes qui travaillent sur le territoire zéro chômage longue durée, donc avec ici l'exemple de Joinville, qui est une commune du Grand Est qui travaille beaucoup justement sur la réappropriation de son patrimoine, avec énormément de travaux faits sur la base de la participation citoyenne et qui, à travers tous les projets qu'elle mène avec les habitants, a réussi à mettre en place la fameuse communauté patrimoniale dont on parlait tout à l'heure. D'autres exemples, toujours sur la thématique des métiers et savoir-faire. Donc, vous avez la commune de Becherel en Bretagne, qui aujourd'hui est connue pour être la cité du livre. Donc là, intéressant aussi, une belle initiative qui dure depuis maintenant plusieurs années, où cette thématique du livre est assez prégnante dans toute la cité. Beaucoup de commerces aujourd'hui, qui ne sont pas forcément liés au départ à la thématique du livre, ont inclus dans leur boutique en fait, un espace lié au livre. Donc, ça peut être je sais pas, un café avec mise à disposition de livres, enfin voilà, plein de choses comme ça qui fait qu'aujourd'hui, Becherel est vraiment identifié comme la cité du livre. Des communes aussi qui ont porté un projet à partir de personnages liés à la cité, donc l'exemple de Illier-Combré avec la figure de Proust, qui est aussi une petite ville de demain. Un autre exemple à Basse-sur-Mer, voilà, autour de l'agriculture, donc la cité du sel, mais il y en a bien d'autres aussi, d'autres exemples qu'on pourrait citer, avec notamment Basse-sur-Mer, le musée des marais salants. Sur la thématique des produits identitaires, vous avez aussi l'emblématique fête du cornet de Murat, donc qui est une fête traditionnelle qui se fait maintenant depuis plusieurs années autour de ce petit biscuit qu'on déguste à l'occasion d'une fête, mais qui perdure toute l'année puisque ce petit cornet, on le trouve dans toutes les boulangeries de la ville et c'est vraiment un élément identitaire de la cité. Sur le volet du patrimoine culturel immatériel, alors peut-être que Philippe vous en parlera tout à l'heure, c'est un projet qu'on a mené avec lui en Pays de la Loire, donc autour de la légende de Mélusine à Vouvant, donc une commune de Vendée. Puisque le patrimoine, c'est aussi toutes ces légendes qu'on se répète les uns les autres et qui perdurent en fait au fil des ans. Donc le côté légende, mais il vous l'expliquera tout à l'heure, n'est pas fait partie aussi de notre patrimoine. Et puis sur la thématique du social, on a aussi tout un travail qui a été fait sur la ville de Mauléon, avec notamment ce qu'ils appellent les brigades de réenchantement du patrimoine. Donc ça, c'est une opération qui a été faite dans le cadre d'une opération qu'ils ont menée avec les habitants. Donc tout un travail de sensibilisation autour de la mise en récit qui a été fait par le cabinet Entrelieux notamment, pour créer justement cette communauté patrimoniale qui, au fil du temps, va continuer en fait à travailler avec la municipalité autour de ces notions de patrimoine.
Je crois que voilà, les exemples, il y en aurait bien d'autres à vous montrer, mais malheureusement, voilà, on ne peut pas tout dire. Juste pour conclure, vous l'avez bien compris, l'idée, c'est vraiment ce qui nous semble important, c'est vraiment de prendre le temps en amont de ces projets, de bien se re-questionner sur ce qui fait patrimoine aux yeux de tous et de voir comment de cet héritage, de ces richesses, finalement, on construit un projet de territoire pour pouvoir montrer au plus grand nombre toutes ces singularités, mais aussi pour construire son projet de territoire à partir de ça et que ce projet soit transversal. Finalement, le fil conducteur, c'est le patrimoine, mais ça permet de raccrocher les différents sujets sur lesquels une ville a à travailler. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions pour compléter mon propos. Merci Valérie pour cette présentation large qui insiste bien effectivement sur le besoin d'affirmer dans chaque commune vraiment ce qui fait l'identité, la spécificité pour avoir. On a aujourd'hui des vrais sujets, notamment sur les aménagements de modèles standards. Or, une fois qu'on a révélé et porté son histoire, son patrimoine, on va vraiment vers l'affirmation de l'unicité. Et l'attractivité des communes se bâtit aussi à partir de ça, c'est-à-dire vraiment un travail sur le lien entre en fait tout ce qu'on a hérité du passé et l'avenir que l'on construit. Je ne vois pas de questions à ce stade, pas d'interaction. Non. 3, 2, 1. Donc on enchaîne avec la présentation de Philippe. Philippe, je te laisse la parole, je remets le PowerPoint à l'écran. Merci Laurent, merci Valérie. Bonjour à toutes et à tous. Je vais intervenir un peu plus spécifiquement maintenant sur le patrimoine culturel immatériel. Peut-être vous situer la structure que je représente aujourd'hui. L'Office pour le patrimoine culturel immatériel est une association loi 1901. Nous intervenons sur l'ensemble du territoire des Pays de la Loire pour accompagner les territoires et les associations, voire les entreprises dans la prise en compte de la dimension immatérielle de leur patrimoine. Et nous avons signé avec PCC France l'année dernière un programme qui propose aux communes la prise en compte du patrimoine immatériel. Le programme s'appelle Caractère. Évidemment, comme l'a dit Valérie Bouvet tout à l'heure, dans chaque région, il y a des opérateurs qui peuvent vous accompagner. Je peux commencer par donner des éléments de définition de ce qu'est le patrimoine immatériel. On peut considérer que c'est l'âme de la cité. En tout cas, selon l'UNESCO, les éléments du PCI sont constitutifs du sentiment d'identité des habitants. C'est vraiment fondamental. Alors, on peut distinguer plusieurs choses. Valérie Bouvet-Genome l'a rappelé tout à l'heure, ça concerne la dimension immatérielle du patrimoine matériel, architecturel et naturel. Quelle est la mémoire collective associée au lieu? Quelles sont les représentations qu'en ont les gens? Quels sont les savoir-faire associés à leur entretien? Encore une fois, paysage, patrimoine mobilier et immobilier. Il y a bien entendu la définition que donne l'UNESCO de façon très précise. Ce sont des pratiques bien contemporaines, mais issues de la tradition, transmises de génération en génération et en recréation permanente. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une fixité. On laisse à la jeune génération la capacité de s'approprier et de réinventer des éléments de l'héritage. Alors, l'UNESCO classifie ces éléments en 5 catégories. La littérature orale, on a évoqué la langue tout à l'heure, qui pour l'UNESCO est un vecteur du patrimoine immatériel. Les arts du spectacle, musique, danse traditionnelle, le théâtre traditionnel, les fêtes et les rituels, les carnavals par exemple. On a vu quelques rituels tout à l'heure à Guéméné, autour de l'andouille. 4e catégorie, les savoirs traditionnels et toutes les connaissances liées à l'univers et à l'environnement. Les savoir-faire du forestier par exemple, du jardinier qui jardine avec la lune, etc. Et puis enfin, il y a les savoir-faire traditionnels très spécifiques, greffés du châtaignier. On aura l'exemple avec Pouzoche tout à l'heure, avec Madame de Vannes. Tout petit exemple, puisque Madame de Vannes interviendra sur quelque chose de beaucoup plus large. Et puis enfin, une dernière dimension, c'est la mémoire collective, qui constitue un véritable patrimoine oral pour votre commune. On pense évidemment à la mémoire des anciens. Et pour nous, c'est vraiment un enjeu. Et on pourrait presque systématiser le recueil de témoignages, de mémoire orale auprès des anciens, qui permettrait d'ailleurs de leur donner une raison de vivre quand ils sont, par exemple, dans les EHPAD et s'ils se demandent vraiment ce qu'ils peuvent encore apporter à la société. Eh bien, c'est ça, transmettre leur mémoire individuelle et collective.
Et puis tout cela constitue des archives orales qui doivent faire l'objet de traitements bien spécifiques et encore une fois qui sont un enrichissement patrimonial. Donc l'ensemble de ces éléments qui constituent la dimension immatérielle du patrimoine sont un enrichissement du patrimoine et de la culture contemporaine, doivent permettre la transmission aux jeunes générations de pratiques adaptées à vos environnements et constituent une matière pour l'identification de vos singularités, de vos caractères et pour la mise en récit. Alors, la prise en compte du patrimoine immatériel s'inscrit dans un contexte de nouvelle approche développement patrimonial et culturel. Valérie en a dit quelques mots tout à l'heure. Cette prise en compte met en jeu des éléments qui aujourd'hui interrogent le développement local et le vivre ensemble. On parle aujourd'hui d'adaptation, en tout cas c'est un enjeu pour nous que nous identifions d'une population à son environnement naturel. C'est plus évident aussi pour des gens que de bien connaître la biodiversité, leurs paysages, la qualité de l'eau, etc. Ça met en jeu les questions d'authenticité qui ne doivent pas être galvaudées. Ça met en jeu également les éléments de la culture locale et les transformations que l'on vit, ces nouvelles populations qui viennent dans vos communes, qui peuvent interroger la culture locale, qui ont besoin sans doute d'éléments pour s'approprier s'ils le souhaitent. Et puis des nouvelles aspirations sociétales et touristiques. On va détailler cela sur les fiches suivantes. Donc, nous sommes dans un contexte de nouvelle approche de développement culturel. On n'est plus dans la définition d'un patrimoine de façon descendante, comme c'était le cas il y a quelques dizaines d'années, puisque la Convention de l'UNESCO a réhabilité des patrimoines vernaculaires, locaux, populaires. Et vous savez que le PCI est dans la loi patrimoine, la loi CAP de 2016. Les droits culturels aussi sont entrés dans le droit français. Alors, les droits culturels, ça représente le fait de reconnaître un habitant dans son identité ou une communauté d'habitants sur son territoire et de permettre à chacun de bénéficier d'une ressource culturelle de qualité dans son environnement. Donc, ça oblige, ça engage évidemment les élus. Nous sommes dans un contexte aussi de participation des habitants. Hein. Ça relève de la démocratisation culturelle qu'on connaît depuis les années 80 et vous êtes, vous élus et agents, évidemment à la rencontre de ces associations qui se montent pour défendre tel et tel élément du patrimoine. Voilà, donc aujourd'hui, le réseau PCC œuvre vraiment en ce sens, qui est celui d'interroger ce qui fait sens et patrimoine pour la communauté localement. Alors, je vous propose aujourd'hui quatre finalités, grands objectifs qu'on peut se fixer. Il s'agit, à notre sens, de maintenir ce qui fait l'adaptation d'une population à son environnement. Bien connaître les paysages, la faune, la flore, les réseaux hydrauliques, etc. Bien connaître également l'héritage autour des fêtes et des rituels pour bien mesurer leur rôle dans la cité. Souvent, ce sont des éléments qui sont portés par des associations. Vous savez que les associations souffrent depuis 2 ans et certaines fêtes peuvent être mises en cause parce que les bénévoles s'essoufflent. Et c'est un vrai enjeu aussi de prendre la mesure de ce qu'apporte une fête et ce qu'apporte cette implication bénévole dans une commune. L'oralité, alors on a cité tout à l'heure le galop. Il ne faut pas négliger le rôle de l'oralité, des expressions vernaculaires, des langues locales, dans ce qui fait la culture et ce qui fait aussi que des populations dans le passé ont permis de décrire, de dire leur environnement et leur culture. Et puis donc la mémoire collective, qui est un patrimoine en soi et qui permet également de transmettre aux jeunes générations les représentations et la façon de vivre dans son milieu. Ensuite, on va interroger l'authenticité, ce qui fait vraiment le caractère et la vraie spécificité, singularité d'une cité. Et en cherchant l'authentification, entre guillemets, on va essayer d'éviter l'excès de valorisation du passé historique au détriment des pratiques contemporaines issues de la tradition, encore une fois. Il ne faut pas opposer les patrimoines, la grande histoire, on l'a dit, et la petite histoire, les sites historiques, architecturaux, avec des pratiques, encore une fois, qui relèvent du PCI et qui ont plutôt un caractère populaire. On va essayer d'éviter aussi un tourisme qui force le trait sur certains éléments, a priori très identitaires, mais qui vont caricaturer.
Hein, on va essayer plus finement d'aller chercher ce qui fait le vrai caractère de la cité. Et cela, ça passe par l'implication de la population aux côtés des experts. Et puis, évidemment, on va essayer de valoriser un matériau patrimonial qui peut être nouveau pour certains, ce qu'on est en train de décrire aujourd'hui à travers le PCI et le récit. Enfin, il faut accompagner les transformations sociétales. Dans vos cités, et c'est heureux, une nouvelle population arrive, hein, de gens qui fuient peut-être les villes ou qui immigrent. Et donc, évidemment, ces nouvelles populations interrogent la culture locale, parfois la bousculent. Quand on met en cause la sonnerie de l'Angélus ou les odeurs ou le chant du coq, eh bien, effectivement, ça peut créer des conflits. Donc, il faut en prendre la mesure et permettre l'intégration des nouveaux habitants en leur donnant accès à la connaissance de ces spécificités et pourquoi pas à leur patrimonialisation. Pour nous, le PCI, facteur d'autochtonie. C'est peut-être le cas du patrimoine en général. Et puis enfin, il faut répondre aux aspirations sociétales et touristiques. C'est un petit peu lié à ce qu'on vient de voir précédemment, mais on sait que les nouveaux habitants et les touristes sont à la recherche d'authenticité, du vivre sain, entre guillemets, si vous me passez l'expression, de la slow life, du vivre au pays, de vivre de façon moins carbonée, dans l'authenticité d'environnement, dans le consommer local. Donc, vous avez des réponses à apporter, évidemment. Ce ne sont pas que des imaginaires, hein, qu'on va proposer, mais ce sont vraiment des réalités et il s'agit en convoquant le patrimoine immatériel, de les matérialiser. Et puis, je pense qu'on a envie de transmettre aux jeunes générations cet amour du pays, du patrimoine, du paysage, et la façon de respecter. Et puis, je pense qu'aussi, on a le souci de transmettre la mémoire des anciens et les pratiques aujourd'hui qu'on redécouvre, hein, les méthodes d'élevage traditionnelles, les méthodes de plantation de haies, d'économie autour des haies, etc. Alors, comment l'ensemble des patrimoines, et notamment le patrimoine immatériel, peuvent inspirer le développement et le vivre ensemble? Il s'agit de les considérer comme des ressources locales qu'il faut vraiment rendre spécifiques à votre cité, y compris, on vient de le voir, l'oralité, les savoirs et le savoir-faire, la mémoire collective, qui peut être aussi la mémoire des commerçants. Hein. Beaucoup de cités ont vécu une disparition des commerces. N'empêche qu'il y a une culture commerçante qui a existé. Il n'y a pas de raison qu'elle ait disparu, si vous voulez. Donc, il faut aussi aller la chercher pour redonner l'envie à des commerces de réinventer l'activité commerçante et de réinvestir le centre-ville. Même chose pour la mémoire paysanne et la mémoire des fêtes. Et puis enfin, le récit commun, c'est aussi une ressource et une spécificité à votre cité. Le patrimoine immatériel, c'est le passé, c'est un patrimoine, mais c'est aussi l'avenir. Et tout n'est pas forcément bon dans le patrimoine et dans les pratiques PCI. Hein, donc, il faut les réinterroger en menant l'inventaire pour mieux les adapter à la vie d'aujourd'hui. Et il faut valoriser le rôle de chacun dans la cité. Les anciens, on l'a dit, nous accordons une place très importante dans ce que les anciens ont vécu, ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui. Les jeunes ont évidemment un rôle à jouer parce que ce sont eux les héritiers, en quelque sorte. Ce sont eux qui vont avoir les clés pour pérenniser, hein, ce qui se met en place et pérenniser ce qui constitue aujourd'hui vos richesses, le paysage, l'architecture et ces éléments du PCI. Les nouveaux habitants, évidemment, on l'a dit précédemment, je n'y reviens pas. Et puis les forces vives, on l'a dit aussi il y a quelques secondes. Il faut valoriser la place des commerçants dans l'histoire de la cité, la place des artisans, des entreprises aussi, des associations festives, culturelles, sportives. Chacun a apporté sa pierre à l'histoire, à la culture, à la physionomie, et il faut aussi penser à ces différentes communautés pour les aider à patrimonialiser et à faire récit commun, et puis à penser aussi leur nouvelle place dans les communes. Alors, de façon concrète, quelques éléments de méthodologie, on va dire. Bon, nous préconisons la mise en place de groupes de travail qui associent élus, techniciens, associations, habitants, en lien avec le réseau PCC, hein, qui dispose d'outils méthodologiques pour vous accompagner, et d'un opérateur, pourquoi pas, spécialiste du patrimoine immatériel. Il est important évidemment de communiquer auprès de la population, puisque c'est elle qui est au cœur du sujet, d'organiser des événements de lancement, d'appel à contribution. On peut s'appuyer sur les offices de tourisme et aussi sur les commerçants qui sont de bons relais d'information, on le sait bien. Et je ne parle pas des autres canaux de communication qui sont ceux des communes.
Donc, on va mettre en place des ateliers participatifs. Bien entendu, des moyens opérationnels en interne, hein. Il faut qu'il y ait élus et techniciens qui soient vraiment chargés de ces dossiers et vraiment investis pour en être les ambassadeurs auprès de leurs collègues élus et agents. Bien entendu, ça pose des questions budgétaires, donc il y a l'ingénierie financière à mettre en place. Le patrimoine immatériel, a priori, on se dit que ça coûte moins cher que la réfection d'un patrimoine architectural, mais ça coûte et ça doit coûter parce que c'est du patrimoine, c'est de la patrimonialisation et on ne fait pas les choses à moitié. Et pour cela, et encore une fois, il faut mettre en place une ingénierie financière et aller chercher des financements. Ça passe ensuite, de façon très concrète, par un état des lieux du patrimoine immatériel et puis des inventaires spécifiques. Il y a des méthodes particulières, au même titre qu'il y a des méthodes d'inventaire dont vous avez fait l'objet avec vos services régionaux d'inventaire. On a des méthodes pas comparables puisqu'on s'appuie en matière de PCI sur des enquêtes ethnographiques auprès de la population et des détenteurs de ces savoirs ou de ces pratiques. Et puis, on met en place un plan d'action qui va s'articuler avec la stratégie patrimoniale et touristique que vous avez et qui doit s'articuler aussi avec la mise en récit. On pourrait voir ensemble que les choses se croisent, et bien entendu avec le propos qu'on souhaite transmettre à nos visiteurs, donc la réalisation des parcours de découverte. Suis-je dans les temps, les maîtres des horloges? Oui. 5 minutes? 3 minutes, c'est parfait. Voilà, pour conclure, deux fiches. Donc, en résumé, valoriser l'authenticité, mais ça ne se décrète pas, hein, il faut aller la chercher, la creuser, l'authenticité. On peut parler de révélation de l'âme de la cité. On va le voir avec Madame de Vannes tout à l'heure, un exemple très concret. On s'appuie sur des ateliers de cohésion dans l'implication des habitants. Il s'agit de convoquer toutes les générations. On a vu que cette démarche est à même de nourrir la culture locale, de l'interroger et d'apporter des éléments pour la transmettre et la faire s'approprier par les nouvelles populations. On a vu aussi qu'on peut constituer un matériau qui va enrichir les parcours de visite. Ce qu'ont besoin de savoir, de voir nos visiteurs, c'est non seulement les choses magnifiques qui s'offrent à la vue dans vos cités, mais aussi ce que vivent les gens. Comment ils font la fête, comment au bord d'une rivière ou d'un fleuve, ils vivent ce fleuve à travers des balades, à travers des fêtes, etc. Ils ont besoin de voir ce qu'ils ne voient pas, ce qui se cache derrière ces beaux paysages et ces belles architectures. Il faut redécouvrir les savoirs, sans doute du passé, mais qui ont toujours leur mot à dire aujourd'hui pour la gestion du paysage et peut-être des relations sociales. Récemment, à travers une enquête, une habitante m'a dit « Moi, ce qui me manque, c'est la convivialité qu'on avait dans les années 50-60. Sortir de chez soi, être capable de parler à son voisin, s'entraider, troquer. » Ce sont des choses qui reviennent aujourd'hui, hein, qui rejoignent ce que j'indiquais tout à l'heure dans les aspirations sociétales. Et puis transmettre les éléments de l'oralité locale, la langue locale, on le sait de façon précise à travers les lieux-dits, hein, mais c'est aussi les expressions vernaculaires, les façons de dire les choses, les éléments du paysage ou les objets du paysage. Et puis, dernière fiche pour conclure, comment valoriser tout cela? La médiathèque doit être un lieu de diffusion de la connaissance, ça doit être un lieu pivot, pas exclusif, mais doit être un lieu qu'il faut aussi convoquer pour transmettre ces éléments du patrimoine et des savoirs et des savoir-faire locaux. On a un bon exemple au Croisic, on pourrait y revenir, et Jean-Pierre Legrand pourra intervenir tout à l'heure s'il le souhaite sur ce sujet. Bien entendu, enrichir les parcours de découverte à partir de ces éléments du PCI des savoirs, enrichir les expositions, dédier des expositions à ces éléments qu'on présente aujourd'hui, inspirer aussi les lieux à travers tous ces éléments et les réenchanter avec des sons, des images, des vidéos. Et puis, on a eu aussi des exemples avec Valérie tout à l'heure en convoquant des personnages identitaires. Enrichir aussi les musées, les centres d'interprétation, créer des espaces dédiés au PCI et puis convoquer l'oralité dans les dispositifs de médiation et d'exposition qui sont en place. Et pourquoi pas imaginer des parcours thématiques intercités. Il y a des cités qui partagent la même thématique, la même histoire en lien avec la toile, la voile, la mer, la vigne, la musique, les légendes, etc.
Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je suis à votre disposition. Je remonte un peu parce qu'il y a une question à un moment où tu parles d'opérateur. Par exemple, là, en lien avec petit cité de caractère et un opérateur, et donc une question sur de quel opérateur parles-tu quand tu parles d'opérateur à ce moment-là? Je parle d'opérateurs du patrimoine culturel immatériel, hein, de structures comme l'OPCI, mais il y en a par exemple en Bretagne, vous avez Bretagne Culture et Diversité, il y a dans certaines régions des ethnopoles, hein, donc ce sont soit des associations, soit des structures publiques qui sont spécialisées dans le patrimoine ethnologique et dans le patrimoine culturel immatériel. Donc ils peuvent monter avec vous des programmes culturels, hein, qui vont s'appuyer sur l'inventaire du patrimoine immatériel. Est-ce que je réponds à la question? Donc, ce sont des structures qui peuvent vous accompagner dans la méthodologie et l'ingénierie dédiée au PCI. Merci. Alors, une question aussi alors là, pour le coup, il y a plusieurs questions dans la question autour des arts graphiques de rue. Est-ce que, je te la lis telle quelle, est-ce que la définition du PCI par l'UNESCO inclut ou prévoit les arts graphiques de rue tels que les graffitis artistiques non programmés? À qui appartiennent ces créations, étant donné que les auteurs en sont souvent inconnus, le propriétaire des murs, même si le graffiti ou le dessin était appliqué souvent à son insu, ou bien l'État, point d'interrogation? C'est une bonne question, hein. Ça rejoint la question de savoir à partir de quand un élément est patrimonial. Pour répondre, on peut reprendre la définition que donne l'UNESCO du PCI. C'est un élément du patrimoine qui est revendiqué par une communauté et qui est légitime dans la revendication, hein, du caractère patrimonial du savoir-faire, de la pratique qu'elle met en œuvre. Donc, et ça relève aussi des droits culturels. Si vous avez une communauté d'artistes graphistes de rue qui vous disent nous revendiquons la reconnaissance de notre art dans la cité comme à la fois une expression culturelle digne de reconnaissance et comme un patrimoine, au titre de droit culturel, on ne peut pas rejeter la question. Il faut se mettre autour de la table. Et si on veut se lancer dans une interrogation de la dimension patrimoniale, eh bien, il faut mener des étapes du process que l'on mène lorsqu'on fait de la patrimonialisation. Histoire, description de la pratique, détenteur, succession des générations, quel sens ça fait, pourquoi le choix de tel et tel support muraux, on va dire, pourquoi le choix de la commune. Voilà. Mais c'est une question importante et qui est… Alors, c'est un vrai teasing vers le prochain webinaire qu'on a prévu justement autour du thème de la participation et des droits culturels. Et effectivement, autour de cette notion que tu décris là et qu'on approfondira la prochaine fois sur à partir du moment où une communauté décide ceci est mon patrimoine et je veux qu'il soit traité en tant que tel, justement, les droits culturels nous invitent à avancer dans cette direction. Donc, c'est vraiment un choix à un moment de personnes qui habitent sur un même territoire. Oui, mais parce qu'il y a un complément à la question, à partir de quand le dessin devient un élément artistique et environnemental, ça c'est encore autre chose. Est-ce qu'il est reconnu comme une œuvre d'art ou comme un patrimoine? C'est encore une autre démarche. Alors, il y a des éléments, évidemment, techniques, hein, pour décrire la valeur esthétique d'une œuvre. Hein. L'histoire de l'art et l'histoire des arts graphiques sont là pour nous aider à objectiver, hein, la qualité esthétique. Et puis ensuite, il faut interroger la population. Quel sens ça a pour nous d'avoir Zinedine Zidane sur toute la hauteur d'un immeuble à Marseille? Voilà, typiquement de façon très caricaturale. On ne peut pas faire l'économie d'interroger la population sur le regard qu'elle porte sur la présence de ces éléments. Je reviens sur les opérateurs. Est-ce qu'il y a des opérateurs, est-ce que tu as des relais ou des associations qui œuvrent comme ce que fait l'OPCI en aura, nous est demandé, Auvergne-Rhône-Alpes? Alors, vous avez une association qui s'appelle l'AMTA, qui est plutôt spécialisée en musique et danse traditionnelle, mais que vous pouvez peut-être interroger. L'AMTA. Et nous, on avait fait alors, je vous renvoie sur notre site internet, on avait fait un guide de l'élu Petite Cité de Caractère qui traitait notamment de ce sujet du patrimoine culturel immatériel et qui faisait comme ça une liste d'opérateurs
sur lesquels les communes petites cités de caractère pouvaient s'appuyer. Donc, vous avez aussi une liste comme ça d'opérateurs à travers la France. Dernier point, à un moment, voilà, vous avez les coordonnées qui sont mises dans la discussion. Surtout un impératif climatique, au-delà d'une aspiration sociétale et touristique, c'est surtout un impératif climatique, oui, mais nous, on est vraiment dans l'approche développement durable dans sa globalité. C'est-à-dire, effectivement, et trop souvent, on oppose ville historique et ville durable. On travaille un gros travail sur faire reconnaître aussi les atouts de la ville durable pour affronter les enjeux du développement durable. Tout ce dont on parle là, c'est le volet social et sociétal du développement durable. Et effectivement, et évidemment, on est dans la recherche d'un équilibre entre affronter les enjeux environnementaux et climatiques, affronter les enjeux économiques et des économies qui se renouvellent et des nouveaux modèles économiques et les enjeux sociétaux et sociaux. Et quand on a du patrimoine, quand on fait ce travail sur le patrimoine, ce qui rassemble les gens au sein d'une communauté qu'on appelle la cité, le village ou le quartier, on est vraiment dans ce volet-là. Il ne s'agit pas évidemment d'être dans un déséquilibre, mais bien d'être dans une contribution à un projet global. C'est tout le sens de notre travail. Je vous propose de passer… Pardon, Philippe, oui, pardon. Oui, un exemple très concret pour remettre en place des pratiques d'agriculture extensive, il faut redécouvrir des races rustiques et des savoir-faire qu'on a sans doute oubliés. Donc, évidemment, on ne l'a pas évoqué, mais PCI et développement durable sont intimement liés. Ah ouais, on pourrait vous citer plein d'exemples. Là, tout de suite, spontanément, l'exemple de la commune de Pont-Croix, que ceux qui nous suivent, on avait présenté au premier webinaire, où on restaure des moulins, mais derrière la restauration de moulins, on redécouvre on met, derrière des productions de blé pour avoir des micro-filières économiques. Et c'est comme ça autant de micro-filières qui sont locales, qui concilient environnement, filière courte, patrimoine, filière courte de l'alimentation, filière courte de la construction. Enfin, c'est vraiment effectivement des projets globaux. Madame Devanne, je vous passe la parole. Oui. Bonjour à tous. Et donc, j'ai le plaisir aussi donc, de partager la démarche de la ville de Pouzauges. Donc, merci à PCC France de nous permettre donc, de présenter cette démarche à Pouzauges qui se cherchait une identité. Pouzauges, nous sommes connus, alors je vais dire que nous sommes connus parce que nous sommes tout près d'un site qui est connu, qui s'appelle le Puy du Fou. On a pas mal de touristes, mais nous, qu'est-ce qu'il était important? Il était important de se dire, mais nous, qui sommes-nous? Nous ne sommes pas l'ombre du Puy du Fou. Nous sommes un territoire qui a une identité et il faut que nous recherchions donc cette identité forte. Donc, en prolongement de l'acquisition de l'homologation petite cité de caractère, nous avons eu la chance d'être sélectionnés dans le dispositif Petite Ville de demain. Nous étions donc sur un double objectif, nous appuyer sur le patrimoine comme levier de développement de la petite cité de caractère et puis en même temps entrer dans le processus de revitalisation de cœur de ville au sein du dispositif Petite Ville de demain. Alors, on a travaillé à l'émergence d'un récit commun et à la mise en place d'un plan global qui serve d'assise à la révélation, à la transformation de la ville, donc, et toujours dans ce double cadre. Alors, Pouzauges, vous l'avez donc là en photo, c'est une petite cité de caractère, on est en Pays de Loire, une des 40, il y a environ 42, c'est ça, petite cité de caractère en Pays de Loire, et une des 20 petites villes de Vendée qui ont été sélectionnées dans le dispositif Petite Ville de demain. On a 5700 habitants et on est donc petite ville située sur les contreforts du massif armoricain. Et la cité s'est développée sur une colline, comme vous le voyez, donc, qui va jusqu'à 260 mètres d'altitude. On part de 50 mètres jusqu'à 260 mètres, qui est donc le bois qui domine un donjon, notre château. Et donc, la ville s'est développée autour donc, de ce château féodal qui est du 11e. Un bâti groupé, donc de cité, ce qui permet, donc qui porte bien le nom cité dans petite cité de caractère. Et c'est la ville-centre d'une communauté de communes. C'est pourquoi aussi, donc, elle avait un intérêt à être développée comme petite ville de demain, puisqu'elle a toutes les fonctions d'une centralité. Alors, quelle a été notre démarche?
Maire depuis 2014, j'ai d'abord avec mon équipe œuvré à l'homologation Petite Cité de Caractère qui avait les atouts reconnus et qui présentait les exigences liées à cette homologation. Cette reconnaissance obtenue, donc Petite Cité de Caractère, nous demandait de repenser notre parcours de découverte en autonomie et en mettant en évidence, Valérie l'a rappelé tout à l'heure, les éléments autres que nos bâtiments historiques. Alors, comme toutes les petites cités, nous avions un château, nous avions des églises classées, certes intéressantes, mais pas uniques. Alors, quoi mettre en avant? Comment faire émerger des idées, une identité, un fil conducteur que nous pourrions suivre pour ce développement harmonieux de notre ville, tant dans le cadre PCC que celui de Petite Ville de demain. Dans le même temps, moi, j'ai fait une rencontre assez exceptionnelle. Donc, j'ai rencontré l'urbaniste metteur en scène, M. Franck Buffetot du cabinet Entre-Lieux, que j'avais retenu pour développer un jardin dans notre EHPAD. Et vous allez voir comment l'EHPAD va se connecter avec notre ville. En lieu et place, donc, dans cette EHPAD, on avait des pelouses et des allées impraticables pour des gens qui ont des déambulateurs ou des cannes. Et donc, on voulait repenser ce jardin. Et on a voulu le repenser de manière participative. Donc, sa manière, donc M. Buffetot, sa méthode participative s'appuyait sur la connaissance des anciens, sur l'écoute, le respect de la parole et sa capacité à traduire leurs aspirations et à imaginer un jardin qui les reconnecte avec la vie d'avant, un jardin auquel maintenant ils participent, et ça a été pour moi un élément déclencheur. Alors je me suis dit pourquoi ne pas faire la même chose considérant donc notre ville, et en tant que maire, donc j'ai invité mes équipes à travailler avec cette même démarche de participation des habitants sur la révélation de notre cité afin donc d'asseoir notre propre développement. Et j'ai donc confié la mission exploratoire au cabinet Entre-Lieux. Le temps de travail d'émergence de la révélation de la cité a été mené avec les élus, avec les agents et bien sûr les habitants. Vous les voyez en photo ici. Et aussi donc avec quelques partenaires impliqués donc dans les milieux économiques, associatifs, culturels. Et on a débuté donc ce travail en mars 2021. Voilà, un travail qui n'est pas encore terminé, mais qui va se continuer aussi par la suite. Et première approche, 2 jours durant, les habitants sont… Alors, je vais être donc très pratico-pratique, comment on a fait. Pendant donc 2 jours, on a tenu une permanence dans un commerce qui était vide. 2 jours de permanence où les Pouzaugeais sont venus, on va dire, raconter Pouzauges, on le voit là sur l'affiche, et ils se sont prêtés au jeu, donc raconter, dessiner Pouzauges, et donc un certain nombre d'ateliers qui ont permis de faire ressortir effectivement comment les gens vivaient leur ville. Et on a pu donc à partir de là se dire mais Pouzauges, c'est une cité qui a la chance de posséder un nombre non négligeable d'atouts. Mais quelle harmonie entre ces atouts, quels moyens pour une appropriation et une transmission qui fasse sens. Alors, toujours par une approche décalée avec des entretiens collectifs, des marches exploratoires, on a réussi à retrouver les éléments forts de la singularité du territoire. On les a mis en évidence. Alors, je vais carrément, donc vous avez les petites photos là et vous allez voir un peu donc, tout ce qui est mis. Alors, Pouzauges, donc c'est une colline et les habitants qui habitent autour disent toujours on monte à Pouzauges, voilà. Et chaque fois qu'on dit on monte à Pouzauges, on dit oh là là, c'est compliqué Pouzauges, on monte à Pouzauges. Oh là là, à Pouzauges, il y a des rues dans tous les sens, il y a des rues, oui, il y a des rues qui serpentent, oui. Et puis on a surtout quelque chose qui est particulier, on a plein de petites ruelles qui permettent d'aller d'un lieu d'étape en étape, de monter jusqu'à la ville, donc des ruelles piétonnières. Chez nous, on appelle ça des venelles. Voilà, c'est un terme particulier. Et ça nous a amené tout naturellement à l'idée donc de la cité labyrinthe, et une cité labyrinthe qui n'est pas
seule. Elle est le prolongement, on le voit sur ce dessin, elle est le prolongement du paysage qui est autour de nous, un paysage de bocage qui est un paysage très morcelé avec beaucoup de sentiers pédestres. Ça fait partie de notre ADN aussi, tous ces sentiers pédestres que l'on a dans ce bocage un peu inextricable. Et donc, on est parti tout naturellement vers cette idée importante qui va être notre image, c'est la cité labyrinthe. On a dit aussi, donc, on peut revenir à la diapositive d'avant. On a parlé aussi donc, de cette ville où il y a toujours du vent. Bon, bah non, sur la côte, il y a du vent. Et puis, quand on vient dans le bocage et qu'on arrive à Pouzauges, bah, il y a du vent. Donc, on s'est dit, pourquoi pas ne pas en faire aussi le paradis du vent. D'ailleurs, on a des moulins qui tournent et qui nous font de la farine, là. Et le paradis du vent, bah, où est-ce qu'on l'a le plus? Eh bien, on l'a le plus du côté du Bois de la Folie et du côté donc, de notre château, de notre donjon. Donc, pourquoi pas faire donc, aussi de la ville de Pouzauges le paradis du vent. Ainsi, au lieu de s'en plaindre, eh bien, on va essayer donc de développer des éléments autour de ça. Et puis, notre clé du labyrinthe, eh ben, ça va être tout simplement ce donjon, un donjon belvédère, parce qu'on voit loin, on voit jusqu'à 30 km, mais nous, on s'amuse beaucoup à dire qu'on voit la mer. Et quand il y a donc de la brume, alors quand il y a très, très beau temps, tous les gens regardent pour voir si on voit bien la mer. Et quand il y a de la brume, là, du coup, on la voit carrément, parce que c'est comme si on avait un tapis d'océan. Et donc, on s'est dit, bon, c'est très, très intéressant, cette position de belvédère. Et puis, il faut toujours un peu de féerie aussi dans nos traditions et dans notre culture. Et donc, ce château, il est aussi attribué à Mélusine. Comme Vouvant, tout à l'heure, on a parlé d'une cité qui est proche, qui est voisine, hein, qui est à une quarantaine de kilomètres. Donc, Mélusine est une fée serpente qui, à la naissance de chaque enfant, construisait une place forte. Mais la légende dit que le château subit la malédiction de la fée suite à la transgression de son mari de la voir dans son bain le samedi. Et donc, qui a fait que notre château s'est donc déconstruit. Et on revoit donc sur ce document la coulée de lave, qui est donc le résultat de cette destruction du château. Mais les habitants se sont emparés des pierres et ils ont construit partout des murs. Donc voilà, donc je suis là dans notre récit, donc une partie de notre récit. Mais ce qui est important de se dire, c'est que ce récit reprend l'acte fondateur mythologique Mélusine, il reprend le labyrinthe, c'est un fait certain, il reprend le vent qui apporte nos histoires et qui apporte la connaissance. Et là, je reviendrai donc sur le propos donc, de M. Boisselot et aussi de Mme Bouvet, qui disent que la connaissance, c'est à la fois nos traditions, c'est nos savoir-faire traditionnels, c'est nos légendes, c'est notre mémoire collective. Et on a déjà travaillé là-dessus à Pouzauges. On a déjà, avec une association qui a travaillé sur un recueil de mémoire ouvrière. Nous sommes un pays d'usine à la campagne, donc c'est aussi quelque chose qui va transparaître, si je n'en ai pas parlé pour l'instant. Et déjà, donc, nous avons un recueil de mémoire ouvrière, comment nos entreprises se sont construites avec les paysans du territoire. Et nous continuons ce recueil aujourd'hui avec les habitants de l'EHPAD, qui ont aussi quelque chose à nous dire là-dessus. Donc, on a nos bases du récit collectif pour une mise en scène de la cité labyrinthique de la connaissance. Et de là, un certain nombre d'enjeux qui ont été mis en évidence et toujours travailler avec les habitants en atelier in situ. Donc, important, donc, la lecture de la cité, les liens entre l'environnement immédiat, justement, le bocage et la ville. On se rend compte, par exemple, qu'on a, comme dans beaucoup de petites villes, on a une rocade qui coupe carrément notre ville du reste et comment on reconnecte notre ville avec le bocage. L'accessibilité du centre-ville et son animation, donc tous les problèmes de mobilité, la voiture au quotidien, le piéton et la prise en compte du relief, l'accueil des touristes, bien sûr, puisque nous sommes une ville touristique, les activités au cœur de ville, commerce entre autres, c'est aussi donc un objet qui est important dans la revitalisation du cœur de ville avec Petite Ville de demain. La qualification des espaces publics, nous nous sommes rendus compte, par exemple, que pratiquement nos espaces publics étaient faits que pour la voiture. Partout où on a du plat, c'est pour faire passer la voiture. Partout où on a des pavés en pente, c'est pour les piétons. Alors la question, c'était si on inversait les choses.
ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais on va pouvoir quand même essayer quelques petites choses. Le patrimoine immatériel et la féerie, bien sûr, et avec cette transmission. Et donc là, nous voulons y inclure le rôle du quatrième âge donc, dans notre cité, avec le lien avec l'EHPAD. Nous avons aussi comme enjeu cette traduction du parcours de découverte PCC. Vous voyez, ça fait donc 1 an finalement, plus d'1 an qu'on y travaille. Et le récit comme base du programme pluriannuel de la révélation à la fois de notre petite cité de caractère et de notre petite ville de demain. Je noterai que nous travaillons en parallèle au sein d'un collectif d'élus parce que cette méthode en fait donc d'approche citoyenne, de travail avec les habitants, nous l'avons aussi adoptée pour travailler au sein d'un collectif d'élus sur d'autres thématiques qui ont été peut-être moins fortes dans le travail que nous faisons avec le cabinet Entre-Lieux. La thématique mobilité, qui est une thématique que nous travaillons même au-delà, donc avec la communauté de communes qui a répondu à un appel à projet. La thématique habitat, qui est une thématique qui est quand même très, très importante pour nos cœurs de ville. La thématique aussi, donc, commerce, bien sûr. Je dirais que, par exemple, hier, nous étions donc en comité de projet avec l'État et tous nos partenaires et nous avons à la fois donc, cité notre travail au sein donc, de petites cités de caractère parce qu'il est aussi donc, à prendre en compte totalement sur le PVD. Ce qui est important aussi, c'est qu'à chaque étape de la construction, de la co-construction du récit commun, nous communiquons sur la démarche parce que donc, nous n'avons pas tous les habitants derrière nous. Donc, en gros, donc, nous avons souvent 20, 25 habitants, enfin 25 personnes qui nous suivent dans nos ateliers. Mais il est important que ce soit toute la population qui soit au courant de notre démarche et régulièrement donc dans nos périodiques, notre journal périodique et sur les réseaux sociaux, nous communiquons sur notre état d'avancement de notre travail avec le cabinet pour que les habitants s'approprient l'identité retenue. Et je prends un exemple, par exemple, au niveau du labyrinthe, ils nous disent « Ah bah oui, mais le labyrinthe, ah oui, c'est bien vrai, le labyrinthe. » Par contre, ils nous disent « Et Mélusine, bah, c'est pas chez nous ça, Mélusine, c'est à Vouvant. » Ah oui, c'est à Vouvant, mais pas que. Et au fond, si on essayait d'avoir aussi finalement des visites des petites cités de caractère de Mélusine, c'est des choses sur lesquelles on peut avancer aussi pour ne pas être en opposition, mais pour au contraire donc être dans la même démarche, les cités de Mélusine. Voilà. Alors, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, nous, commune de Pouzauges, après ce travail qui dure maintenant depuis un peu plus d'1 an. Donc, nous avons défini les espaces de la cité qui participent pleinement de la mise en scène du récit fonctionnel. Par contre, nous avons à travailler encore sur la forme du parcours de découverte pour mettre en évidence le labyrinthe et sa résonance au quotidien, mais nous savons quoi y apporter. Le stationnement, donc on s'est beaucoup interrogé sur le stationnement donc des usagers du quotidien et du stationnement des touristes, donc les usagers du quotidien qui pourraient être sur un parking. Et on se dit donc les venelles vont être le moyen pour les piétons de pouvoir revenir très rapidement en cœur de ville. Donc, nous allons expérimenter parce que les choses ne se font pas du jour au lendemain. Il est hors de question de heurter, par exemple, les commerçants qui veulent toujours plus de proximité de la voiture devant chez eux. Donc, nous allons essayer d'expérimenter ce stationnement et cette circulation en cœur de ville pour laisser la place aux piétons. Le programme du culturel… Pardon ? Je continue ? Allez-y, allez-y. Voilà, le programme culturel au château. Donc, le château devient le phare, la clé du labyrinthe et de la connaissance. Donc, c'est tout un programme qui reste à construire, mais on a des pistes de traduction. Et le vent,
et donc on va aussi s'appuyer sur le vent qui devient l'outil du récit fictionnel. C'est lui qui transporte les histoires, les légendes du territoire, les traditions. Donc de là, la nécessité de continuer donc notre recherche active de collectage autour de l'oralité et des patrimoines immatériels. Et c'est là que nous allons donc aussi travailler certainement donc avec l'OPCI, mais en tout cas, nous allons avoir des rencontres qui vont nous permettre d'aller plus loin pour travailler avec eux, mais aussi peut-être pour apporter de la méthodologie à des associations qui sont sur notre territoire et qui travaillent aussi donc, dans ce domaine. Et donc, partenariat avec notre EHPAD qu'on va continuer, mais aussi on a des choses avec nos collèges, par exemple, sur le pour travailler sur le paysage, c'est hyper important. Nos entreprises aussi qui peuvent s'emparer, ou nos commerces qui peuvent s'emparer justement de cette identité, l'identité du labyrinthe et l'identité donc du vent. Les pourtours du château, on a réfléchi aussi à un programme qui pourrait du coup être plutôt ludique et qui pourrait s'animer avec des œuvres artistiques liées au vent. Donc à cette étape, je vais dire à cette étape de cette belle aventure qui demande du temps, mais que nous avons conduit avec donc ce cabinet, avec un cabinet extérieur, je vais dire clairement que le terme révélation correspond bien à ce que nous attendions, révélation. Et nous n'arrivions pas à faire émerger de ligne directrice. Et maintenant, ça y est, nous l'avons. Vous l'avez à l'écran. Nous sommes bien la cité labyrinthique ou la cité labyrinthe de la connaissance. Nous travaillons avec tous ces partenaires-là, sont en route, voilà, pour mettre en avant l'ancien marécage et le bocage inextricable, la forêt féerique et le paradis du vent. Notre belvédère, clé du labyrinthe, et donc la coulée de lave et le labyrinthe qui a construit donc la ville de Pouzauges. Il y a une deuxième étape maintenant qui nous attend quand même, donc c'est justement la mise en mouvement. Cette mise en mouvement qui sera intégrée dans la convention cadre du dispositif Petite Ville de demain, et il comprendra un plan d'action avec des objectifs déployés en action, des fiches actions plus ou moins abouties, mais avec des éléments chiffrés et un phasage dans le temps en fonction de leur priorisation. Je redis, donc, nous avions hier à Pouzauges donc un comité de projet Petite Ville de demain avec l'État et les institutionnels. J'ai expliqué comment cette démarche de récit commun va dessiner les lignes directrices pour la définition de notre stratégie urbaine et implicitement les actions conduites au titre de l'habitat, du commerce, du développement économique, de l'environnement et bien évidemment du tourisme et de la culture. Et les partenaires ont tous été très sensibles à cette démarche de participation citoyenne et de co-construction d'une identité qui donne sens à nos projets. Et la préfecture donc, de Vendée nous invite même à animer une réunion de chefs de projet sur notre démarche. Alors, je dirais que pour nous, je terminerai en disant que pour nous, le récit commun et le dispositif Petite Ville de demain se sont parfaitement imbriqués, ça s'imbrique et c'est positif, oui. Et puis, donc, somme toute, moi, j'ai terminé en disant que notre petite cité de caractère, oui, elle a vraiment du caractère, avec un grand S. Voilà. Et puis, je peux vous inviter, vous tous qui nous suivez, à venir la visiter. Et je vous remercie de votre attention et prête aussi à répondre à vos questions en direct ou plus tard, si nos adresses mail s'affichent à l'écran, par exemple. Voilà. Merci beaucoup, Madame Neumann. Merci beaucoup pour cette très belle et surtout cette très belle présentation, mais surtout ce très beau projet. Deux questions là qui sont posées. Qui est le porteur? Qui est le pilote de la démarche? Alors, je vais dire beaucoup moi.
Je crois qu'il faut des gens qui sont convaincus. Alors, donc, moi, je fais partie aussi du bureau des petites cités de caractère. Donc, ça, c'était quelque chose. Tout à l'heure, quand j'ai commencé, j'ai dit que Pouzo, j'en étais à l'ombre du Puy du Fou. Et je trouvais qu'il était hyper important donc, qu'on retrouve, qu'on retrouve notre identité propre, qu'on puisse garder des touristes sur le territoire, mais pas que. Et c'est pour ça que la démarche Petite Cité Caractère, Récit commun, c'est quelque chose qui m'a parlé tout de suite. Voilà. Et j'avoue que donc, j'ai embarqué mes équipes. Je dirais que pas forcément, pas tout le monde. Hein, donc, je pense qu'il y a quelques élus qui sont pas, qui pensent que ça va pas assez vite, que ça prend un peu de temps, etc. Mais moi, je crois que c'est un temps indispensable et je le porte beaucoup, mais avec une vraie équipe. Voilà. Est-ce que vous travaillez déjà à la suite, à la pérennisation ou la pérennité de cette action? Alors, bien sûr, parce qu'il va falloir une continuité. Hein, mais aujourd'hui, donc, il nous faut pour mettre en place notre projet culturel notamment. Sur le collectage, il y a déjà une partie des choses qui sont mises en place, mais je vais dire c'est facile à faire. Par exemple, notre donjon va devenir, je pense, le phare et la clé de la connaissance. On a un donjon sur lequel, donc moi, j'avais déjà l'idée de monter une plateforme autrefois, une plateforme donc pour voir toujours plus loin, toujours plus loin. Cette plateforme, nous l'avions laissée un petit peu en attente le temps de notre étude de récit commun. Et effectivement, avec le cabinet, on s'est dit oui, cette plateforme, il faut la mettre en place. Mais ça veut dire aussi aujourd'hui que je vais rechercher des appuis avec la DRAC notamment, par exemple, parce que c'est un site protégé. Donc aujourd'hui, on a à mettre en route cette mise en mouvement. Elle doit se faire et elle va se faire aussi dans le cadre de Petites Villes de demain parce que Petite Cité de caractère, Petites Villes de demain aussi donc, sont engagées dans la même voie et je crois qu'il va falloir faire matcher tout le monde ensemble là. Voilà. Et justement, et ça rejoint une des questions qui vous est posée, Madame le maire, c'est le rôle du chef de projet Petite Ville de demain dans cette démarche. Et moi, je rajouterais comment vous articulez ce travail qui est plus un travail petite cité de caractère avec notamment votre ORT, plus Petite Ville de demain. Comment se fait un peu le lien de tout ça et le rôle du chef de projet dans tout ce programme? Voilà. Alors, je vais dire que le rôle du chef de projet. Donc, nous avons commencé notre travail sur le récit commun. Nous l'avons commencé en mars de l'année dernière, voilà. Et notre chef de projet est venu nous rejoindre au 1er janvier. Mais donc, lorsque nous avons retenu la candidature du chef de projet, nous avons fait très attention de retenir quelqu'un qui je vais dire politiquement, à qui nous allions confier, parce que c'est un choix politique, la concertation, hein, parce que vous savez qu'on dit toujours que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et je crois aussi à ça parce que on ne peut pas imposer aux habitants un projet, donc faire un projet, ce sont les élus qui font un projet et les habitants, donc il est là, il est posé là. Et non, parce que nous sommes des passeurs et ça veut dire que donc nous allons passer, moi dans le prochain mandat, je ne serai certainement pas là, mais il va falloir qu'il y ait une continuité dans tous ces projets. Donc, il faut que nous soyons des passeurs et que les habitants soient aussi en action. Donc, lorsqu'on a retenu la chef de projet, eh bien, on a vraiment expliqué quelle était notre démarche, cette démarche citoyenne. Et donc, on a pris quelqu'un qui rentrait tout à fait donc, dans cette démarche. Et tout naturellement, le travail qui s'est fait sur PVD, avec un collectif PVD, s'est fait de la même manière qu'avec le récit commun. Et je ne vais pas tous vous les partager, mais il y a beaucoup de messages qui sont publiés pour saluer le magnifique projet et vous féliciter pour cette action. Merci, merci. Alors, donc, il faut mettre rendez-vous dans quelques temps, mais je vais peut-être dire, parce que c'est un projet, il y a des choses à court terme, mais il y a des choses qui vont être à moyen et à long terme. Et là, donc, je pense que le dispositif Petite Ville de demain va être aussi porteur pour nous aider dans nos actions. Merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour des questions. On arrive, il est bientôt midi, on arrive au terme donc, de cette présentation. Je regarde, je fais le tour, mais a priori,
On a fait le tour des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup déjà à nos 3 intervenants. Merci beaucoup, Madame Devanne, Monsieur Boisselot, Madame Bouvet-Genome, pour vos contributions et vos présentations. Ah, si, une dernière question, vite. Sur l'articulation, j'imagine que c'est à Pouzauges, entre l'action communale et l'action intercommunale. Alors voilà, donc ça, donc dans le cadre de Petite Ville de demain, donc nous avons souhaité effectivement signer ensemble la convention Petite Ville de demain, parce que il est important de se dire que donc, depuis longtemps, donc nous avons une collectivité, communauté de communes comme partout en France, et il faut se dire que Pouzauges tout seul, il y a un tas d'interactions entre la ville et la communauté de communes, et des compétences qui sont prises par la communauté de communes. Par exemple, la compétence mobilité. La mobilité, elle va être hyper importante dans notre territoire, dans le cadre de Petite Ville de demain. Donc la voiture au quotidien, etc. On a aussi donc un travail qui est important à faire sur la connexion, par exemple, ville-gare, parce que nous avons une gare qui est à 4 km, qui est tout près de l'entreprise. Et donc, quand on parle de mobilité, on parle de développement de Petite Ville de demain, on parle de mobilité, mais on parle aussi de petite cité de caractère. Eh bien, c'est un travail qui est vraiment main dans la main avec la communauté de communes qui en a pris la compétence. Et puis, ce que je vous disais aussi, il faut se dire que la Petite Ville de demain, si elle a été sélectionnée, elle est sélectionnée parce que nous sommes une ville-centre, une centralité. Mais quand on est le centre de quelque chose. Et on est le centre, et on est vraiment un centre de nous. Donc, vu la situation géographique aussi, on est vraiment le centre de quelque chose. On est le centre d'un territoire il y a 10 communes sur le territoire, et de territoire qui est connecté avec la ville de Pouzauges essentiellement. Donc, pour nous, on ne pouvait pas imaginer se développer sans penser au territoire. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci d'avoir assisté à ce 3e webinaire. Donc, je vous le disais un peu au cours de la réunion, le prochain, nous l'avons prévu sur le thème, et justement, alors c'est tout à fait dans la continuité de beaucoup de choses qui ont été dites ce matin sur la participation citoyenne, sur l'inscription des droits culturels, sur la volonté par le patrimoine et la culture de mobiliser l'ensemble des acteurs de la cité autour d'un projet de territoire. Donc, la date n'est pas encore fixée. Je pense qu'on fera ça à la rentrée tranquillement. D'ici là, je vous souhaite à tous un bel été. Puis rendez-vous très bientôt dans les petites cités de caractère, dans les petites villes de demain ou ailleurs. Merci à vous.